Yo la team OP, c'est Blue et cette fois on se voit pour une review du chapitre 977. Un chapitre dans lequel on n'avance pas énormément mais qui nous tisse plein de choses qui peuvent être intéressantes. Au début du chapitre, les Mugiwara fêtent le retour et l'entrée officielle de Jinbei dans l'équipage. Celui-ci dit avoir eu le temps de soigner l'équipage des hommes poissons. Bon, je vais pas expliquer pendant 15 ans pourquoi ce retour pose pas mal de problèmes. Surtout vu la manière dont il est amené qui est clairement facile. Je pourrais carrément faire une vidéo complète dessus. Mais je tenais juste à parler d'un problème dans cette vidéo, celui de l'île des hommes poissons. On a eu pour la rêverie 2 retours sur l'île des hommes poissons, pour escorter Shirahoshi et son père à l'aller et au retour. Dans le premier, au chapitre 903, qui se passe plusieurs jours après les événements de Whole Cake Island, vu qu'ils ont eu le journal qui leur fait part de ce qui s'est passé à Totland, rien ne s'était produit à Fishman Island. Et pour le deuxième retour qu'on a eu, celui du chapitre 956, qui se passe après la rêverie, quand on a eu Garp et la famille royale du royaume Ryugu au palais, rien ne s'était produit non plus à Fishman Island. Donc Big Mom, malgré la trahison des hommes poissons, ne semble avoir entamé aucune représaille contre l'île des hommes poissons. Malgré le fait que ce royaume ait rompu un accord avec elle, malgré le fait que ce royaume soit le territoire de Luffy, et malgré le fait que les hommes poissons qui sont originaires de ce royaume lui aient totalement manqué de respect, et ont craché sur le peu de dignité qui restait à son équipage, en réussissant a priori à s'enfuir sain et sauf. Jinbei dit même dans ce chapitre qu'ils ont pu prendre un pot de départ, l'humeur était donc à la fête. Oda ne respecte définitivement pas Big Mom si ce qui nous est dit et montré est réellement vrai. Bon, on a tout de même du positif dans tout ça. Si Jinbei a eu le temps de raccompagner les hommes poissons sur Fishman Island, il a pu rencontrer la famille royale, qui est allée à la rêverie, et celle-ci a vu ce qui s'est passé avec les révolutionnaires, Vivi, les amiraux et le Gorosei. Normalement, Jinbei étant proche d'eux, il pourrait avoir été au courant. De plus, en ayant passé plusieurs jours hors de Wano après OSEI, il a potentiellement eu accès aux journaux qui stipulaient que Sabo avait été capturé. Donc Jinbei pourrait être celui qui apprend à Luffy ce qui s'est passé. Rappelons que celui-ci n'est pas au courant du fait que Sabo est son frère. Donc il peut lui apprendre ce qui s'est passé sans aucun tact, comme Nyon l'avait fait à l'époque pour Ace quand elle a dit froidement que Ace avait été capturé et qu'il allait se faire exécuter. Bref, il commence à fêter l'arrivée de Jinbei. Pendant ce temps, Kinemon réunit les têtes de chaque groupe. On apprend que Sicilian a été nommé pour diriger les Minks, et Yogoro s'est autoproclamé dirigeant du groupe des samouraïs. Étant donné qu'ils sont sur le navire de l'eau, celui-ci participe à la réunion. On apprend lors de celle-ci que le plan que Kinemon avait prévu a été révélé à Kanjuro, et qu'il n'en a pas d'autre. Ce plan consistait à faire le tour de l'île de chaque côté, et attaquer aussi de front pour les encercler dans le château, une fois que Kaido serait en état d'ébriété. L'idée d'attaquer Kaido n'était pas bête du tout. S'il les attaque dans un point précis, fermé et restreint comme le château, les adversaires qui sont plus nombreux n'ont plus l'avantage du nombre. Mais Kanjuro étant au courant, ce plan tombe à l'eau. Kyoshiro, enfin Denjiro, pensait que Kinemon avait un autre plan, mais il s'avère que non. Il a vraiment une trop haute estime de lui, et un running gag se profile autour de ça. Dommage que ça ridiculise un peu Denjiro qui passe un peu pour un fanboy et un suiveur, alors que pas du tout, mais tant pis. L'eau fait part d'un plan, et pour la première fois, quelqu'un se sert intelligemment de Luffy qui est habitué à détruire ce genre de plan. Il propose de le laisser avancer, et de se servir de lui comme d'une diversion, et d'ajouter à ça les 2 groupes qui encerclent le château afin que leurs adversaires qui à cause de Kanjuro pourraient connaître le plan, pensent qu'ils ont réussi à contrecarrer les plans de l'Alliance. Mais pendant ce temps, lui emmènerait à bord de son sous-marin les fourreaux rouges discrètement sous la mer et les ferait débarquer par l'arrière avec son OP Openomi. Son plan, faut le dire, est vraiment pas bête. Ça m'a choqué de voir, quasiment pour la première fois, quelqu'un se servir intelligemment de Luffy, en faisant de sa bêtise, de son côté rentre-dedans, un aussi gros atout, tout en ne lui donnant pas réellement de directives. Bref, Gailage de mon serveur a fait une remarque intéressante par rapport au château. Je vous l'affiche à l'écran. À la dernière page, une sorte de château semble se profiler au-dessus du crâne. Le château ne serait pas donc à l'intérieur de la grotte, mais au-dessus, comme le château de Mama. Une explosion retentit, et Denjiro explique que c'est l'avant-garde, et qu'ils doivent faire attention. Les Mugiwara y étaient allés, et on a 2 pages dans lesquelles on les voit tous, ou presque, détruire la forteresse. Je dis presque car 3 personnes sont restées sur le navire. Usopp, Nami et Chopper. Et les 16 sont partis combattre et Sanji en fait partie. De quoi éteindre l'argument de ceux qui disaient que Sanji n'était pas un combattant car c'est un cuisinier, contrairement à Usopp. Là c'est explicite et ça met fin à cet argument de Sanji n'est pas un combattant mais Usopp si, donc Sanji n'a pas à combattre et Oda n'a pas à le faire combattre. Cet argument n'avait déjà pas trop de sens de base depuis qu'on a eu l'histoire de Zeph au pied rouge, mais bon là ça met fin à cet argument. Bon. Est-ce que l'arrivée de Jinbei change l'ordre des puissances dans l'équipage? J'ai vu pas mal de retours sur les réseaux sociaux de gens qui se servent de l'ordre d'apparition pour dire que Sanji quitte le Monster Trio.
C'est intéressant car pour dire que Sanji est moins fort, le Monster Trio n'existe pas et c'est une invention des lecteurs, mais quand c'est pour dire que Jinbei est fort, d'un coup, le fait que ce soit inventé par les lecteurs ne dérange plus trop, et le Monster Trio réexiste à nouveau. Ce deux poids deux mesures est amusant. C'est un peu un Monster Trio à géométrie variable. Mais bon, si on suit l'ordre d'apparition dans ce passage pour dire qui est le plus fort et qui est le moins fort, étant donné que le dernier apparaît très Chopper, ça marche pas, car officiellement la dernière place qui est symbolique a été donnée par le mangaka il y a de ça 13 ans dans le Jump sorti pour les 10 ans, et elle a été donnée à Usopp. Je mettrai la source dans mon serveur et le lien dans la description pour ceux qui veulent vérifier. J'invente pas donc ça me dérange absolument pas de la donner. Après on peut toujours dire que Usopp a évolué. Oui, mais les autres aussi. Il a pas passé des mois à s'entraîner dans la salle du temps. Il a évolué comme tous les autres, et a eu le même temps d'entraînement que tous les autres. Donc cette dernière place qui est symbolique reste la sienne pour moi. Enfin, jusqu'à ce qu'une autre annonce prouve le contraire. Donc cet ordre d'apparition ne prouve rien pour moi. Surtout qu'on voit Brook et Robin avant Sanji. Bref, ce passage et ce qui s'ensuit avec la petite fête est clairement là pour montrer que Jinbei fait partie de l'équipage et se comporte comme eux. Les planches sont cool, mais je trouve ça un peu forcé, car non, Jinbei n'est pas comme eux. On a vu comment il se comportait avec ses anciens équipages et sa façon d'être. Jinbei est un personnage utile, il peut être cool par moments et tout, mais juste, il n'est pas comme eux, ça marche pas. On a eu 400 chapitres depuis sa première apparition qui nous montrent que c'est faux, donc j'ai trouvé ce passage un peu forcé. Pendant leur petite fête, Kid les insulte de minables et passe devant eux pour l'assaut, ce qui chauffe tous les Mugiwara qui semblaient s'en foutre un peu du fait qu'ils étaient au beau milieu d'un assaut, et qui semblaient être confiants alors que deux Yonko et plusieurs pirates de renom les attendent. Kid dans ce passage dit même qu'il compte mettre la tête de Kaido en figure de proue, quand il l'aura pris. Vu son tempérament et sa réputation d'homme cruel, quand il dit ça, pour lui, c'est pas des paroles en l'air, il pense vraiment à faire ça. Va-t-il le faire? À mon avis, non, ça reste One Piece. Mais pour moi, il a vraiment l'intention de le faire. Dans la dernière page, on a un retour sur les personnages au château, on voit Orochi, on voit aussi ce qui semble être un des Numbers qui se comporte comme un sauvage clairement, mais aussi Queen qui gueule pour sa soupe, et Lin Lin qui se change. Il est intéressant de voir que l'équipage de Big Mom n'est pas présenté. Je me suis donc demandé s'ils étaient présents ou non, et si King, qui n'a pas été présenté dans ce chapitre, et qui les avait fait tomber, n'était pas parti les chercher, ce qui pourrait potentiellement conduire à ce qu'ils arrivent en renfort un peu plus tard. Il y a deux gros éléments intéressants dans cette dernière double page. La première est l'apparition des Tobiropo, dont font partie a priori Diez Drake et Page One. C'est ce que personnellement j'ai compris, mais il y a l'air d'y avoir un débat dessus sur les réseaux sociaux. Si on part du principe que les 6 guerriers volants dont font partie ces deux-là sont les Tobiropo, il nous en reste 4 à découvrir. Scotch qu'on a vu avant l'ellipse pourrait en faire partie. Ils n'ont pas tous l'air d'être habillés en tenue traditionnelle japonaise, même si l'un d'entre eux porte les sandales qui sont appelées Geta, mais bon. Comme Gelage de mon serveur l'a dit, si Kaido s'est fait infiltrer par 5 personnes et qu'il les ait tous promus, Kaido est vraiment pas futé. Mais imaginez que c'est le cas. Étant donné que des membres du GM étaient à la Tea Party, il se pourrait que certains viennent à ce banquet, en plus de Diez Drake. Beaucoup pensent aux membres du Cypher Pole. Personnellement, j'aurais bien imaginé dans ce cadre Kumadori ou Jabura, qui à leur chara-design et façon d'être font sens avec cet arc. Kumadori ayant une façon d'être et une façon de se comporter qui se rapporte au théâtre Kabuki, et Jabura qui possède la même queue de cheval que Queen et qui, selon le SBS 44, était étudiant en arts martiaux. Rappelons que ces deux-là étaient en mission ensemble avant l'Arkines Lobby, donc ils sont habitués à travailler ensemble. De plus, ces deux-là n'étaient pas présents avec les autres anciens membres du CP9 devenus CP0 à la rêverie, donc ils pourraient être en mission quelque part, pourquoi pas Wano. Le deuxième gros élément de cette dernière page est le prétendu fils de Kaido. Bon, on pourrait se dire que celui-ci étant sous, visiblement, il pourrait dire n'importe quoi, et ces pirates ne n'iraient pas pour ne pas le contrarier. Mais l'idée du fils de Kaido est vraiment intéressante. Beaucoup pensent à un fils spirituel, ou un fils qu'il aurait adopté, d'autres pensent que c'est son vrai fils. Celui-ci dans ce chapitre a dit « Qu'est-ce qu'il devient? Mon fils. Il va montrer sa tête au moins, c'est un banquet quand même. » Il ne semble pas avoir beaucoup de proximité avec lui, et se pourrait donc que ce soit quelqu'un avec qui il ne vit pas, ou qui n'habite même pas l'archipel, l'île de Wano. Personnellement, j'apprécie l'idée que son fils soit à l'opposé de lui, qui ne soit pas très fort et plutôt intelligent pour créer un décalage, mais il y a d'autres options. Il pourrait s'agir de Daifuku qui était le seul des 3 triplés, Oven, Daifuku, Katakuri, à avoir accompagné Mama sur Wano. Si Kaido est vraiment leur père, il pourrait parler de lui. D'autres pensent à Ryukugyu qui serait la 4ème calamité. Je vous affiche la théorie à l'écran. Ryukugyu serait la calamité de la famine et serait donc le fils de Kaido, et Kaido aurait selon cette théorie profité du recrutement organisé par le GM pour faire infiltrer l'un de ses hommes dans les rangs de la marine. De plus, ça fait sens avec un potentiel Zoan.
Cette théorie a un argument qui semble vraiment intéressant, c'est le fait que Ryokugyu n'ait pas obéi à Sakazuki en arrêtant Fujitora. La personne qui a fait cette théorie interprète ça comme une façon de montrer qu'il ne compte pas faire long feu dans les rangs de la marine, et ça justement parce qu'il est infiltré. Étant donné qu'un homme comme Doflamingo a pu faire infiltrer l'un de ses hommes, Vergo, dans les rangs de la marine, un Yonko ne devrait normalement pas avoir de problème. Mais le potentiel fils le plus inattendu, et là pour être inattendu ça serait complètement inattendu, ça serait Crocodile. J'ai vu son nom sortir plusieurs fois sur les réseaux, je trouve ça peu probable personnellement, mais l'idée me plaît quand même. On l'a vu en début d'arc apprendre la nouvelle concernant Luffy, et le fait qu'il soit devenu le 5e Yonko, et étant donné qu'on a eu le trio Law Luffy Kid de Sabaody, je me dis qu'un retour du Jinbe Crocodile Luffy d'Impel Down pourrait vraiment être classe. Voilà, cette review est terminée, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as pensé des différents points abordés, et du chapitre. N'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, à liker si la vidéo t'a plu et à t'abonner, et moi je te dis à la prochaine, ciao la team.